Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Samir Rina, je suis le directeur de l'ETNA. Vous m'avez déjà vu un certain nombre de fois. Et je vais aujourd'hui être accompagné. Et moi, c'est Valentin. Je suis étudiant en Master 2 en réseau à l'ETNA et je suis aussi technicien réseau au sein de l'équipe RH et logistique, ici même à l'ETNA. Exactement. Et donc, du coup, on était en train de discuter de façon, je dirais, sympathique, fortuite. Et on constatait qu'il y avait trop peu de personnes qui étaient conscients qu'on pouvait optimiser euh, l'usage du shell avec des paramétrages. Et d'ailleurs, un peu, je dirais, quand on a fait connaissance, on en a parlé parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui sont plutôt du genre à fine-tuner leur shell et ceux qui, au contraire, préfèrent le garder le plus d'origine possible de façon à être à l'aise lorsqu'ils opèrent sur une machine qui n'est pas la leur. Et alors, du coup, je me suis dit, bah tiens, toi, tu es plutôt qu'à l'école. Moi, j'ai tendance à pimper un petit peu les miens. Il y a différentes raisons. C'est que j'aime bien avoir le plus d'informations possible quand je travaille. J'aime bien voir dans quel dossier je suis, l'heure qu'il est. Mais aussi quelle branche de Git, les retours d'erreur des programmes que je lance dans mon shell. J'aime bien aussi avoir un petit peu de, on dit souvent en anglais bells and whistles, donc que ça soit un petit peu agréable à la vue. Après, je comprends l'autre école aussi. Comme le disait Monsieur Rinaz, vous pouvez être amené à travailler sur un serveur ou une machine qui n'est pas la vôtre, et du coup, vous avez plus tous vos petits jouets et vous êtes un petit peu perdu. Ou alors, quand vous allez un petit peu trop loin dans la customisation et que vous perdez de la vitesse d'exécution de vos commandes, ça peut aussi être un problème. Donc voilà, les deux écoles se comprennent. Après, aujourd'hui, on a choisi le parti pris de vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en termes de customisation, en allant au plus simple, en prenant des customisations qui sont déjà un petit peu toutes faites pour vous. Ça demande quand même quelques manipulations à installer. Et donc, du coup, ça va être l'occasion aujourd'hui de vous montrer un petit peu tout ça, de voir les étapes et de voir ce que ça peut donner. J'ai envie de dire, si on va un petit peu à fond dans l'école Pimpé. Exactement. Donc, on va faire ça. Alors, on s'est déjà présenté. Je passe ces slides. Alors, peut-être on peut commencer par un truc qui peut paraître simpliste pour certains, mais c'est quoi un shell? Qu'est-ce que c'est que le shell? Vous, dans votre quotidien, le shell, c'est un programme qui est une interface entre vous et la machine, le noyau de votre Linux. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de lui passer des informations, de lancer des programmes, mais aussi de récupérer des informations qui peuvent vous servir à réparer votre système ou plein d'autres choses, ou à monitorer ce qui se passe. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très utile à prendre en main. Pourquoi? Parce que très souvent, il va vous donner plus d'informations que les programmes graphiques en GUI. Mais aussi, vous pouvez être amené à n'avoir que ça. Quand vous vous connectez en SSH vers un serveur distant, très souvent, en fait, vous avez seulement un terminal et il faut arriver à peu près à se débrouiller avec pour pouvoir communiquer avec votre système parce que là, vous aurez vraiment que ça. Donc, avoir un petit peu les bases de ce qu'on peut faire avec le shell, c'est quand même très important dans votre vie de développeur. Parce que voilà, la plupart Développeur des... ou administrateur système? Tout à fait, aussi. Votre vie d'informaticien. Allez. Exactement. Alors, d'ailleurs, au passage, des shells, il en existe différents. Il en existe d'ailleurs, parce que tu as dit par rapport à Linux, mais finalement, comme c'est un interpréteur de commande, il en existait même historiquement sous Windows avec ce fameux programme cmd.exe qui est extrêmement rudimentaire, qui est d'une tristesse affligeante, qui notamment n'a pas forcément, ou n'avait pas en tout cas pendant longtemps, de la complétion. Donc, n'était pas du tout en mesure de vous faciliter la vie. Là, la plupart des shells modernes en sont capables, que ce soit d'ailleurs sous Windows ou sous les environnements Unix. Et on peut vraiment aller très très loin. Encore une fois, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, sur cette slide-là de chapitrage, on avait marqué des trolls et des querelles de chapelle aussi, parce que typiquement, le shell, c'est un sujet extrêmement subjectif. Et bien souvent, les gens qui en débattent de quel est le meilleur shell vont utiliser des arguments assez subjectifs, donc ce qu'on appelle parfois lancer des trolls, ou des querelles de chapelle où il n'y a pas de sujet, entre guillemets, tous croyants. Voilà, donc bon, aujourd'hui, on va traiter particulièrement ZSH. Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce que nous, on a choisi ZSH? Déjà, si vous êtes un utilisateur Apple, sur Mac, depuis quelques versions maintenant, ZSH, c'est le shell que vous avez par défaut.
Il a quelques avantages par rapport à Bash, qui est le shell que vous trouvez habituellement sur Linux en sortie de boîte. ZSH fait quelques trucs un peu mieux, notamment l'autocomplétion, c'est un sujet que vous venez de mentionner. ZSH globalement est aussi plus simple à configurer vous-même et à auto-configurer comme on va le faire aujourd'hui, on va vous le montrer, par rapport à Bash. Après, il y a certains puristes qui préfèrent rester sur Bash pour certaines raisons liées à l'optimisation de leur système et autres. Mais ça, c'est vraiment, on va dire, pour les utilisateurs avancés. Pour un usage très normal, très honnêtement, il n'y a pas énormément de différence à l'usage quotidien. Après, voilà, ZSH, nous, là, aujourd'hui, le sujet qui fait qu'on le choisit pour vous le démontrer, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des autoconfigureurs qui sont plus fournis que les autoconfigureurs qui existent, par exemple, pour Bash. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là aujourd'hui. Et moi, par exemple, ZSH, c'est ce que je préfère utiliser dans la vie de tous les jours, justement, par rapport à ça. C'est que quand je me crée un nouveau système, je peux refaire un équivalent de ma configuration très, très vite. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Ouais, après, c'est aussi une histoire de peut-être d'école, hein, comme on a été élevé, si j'ose dire, un peu comme les esprits communautaires, quelconques, je veux dire. Moi, je sais que quand j'ai commencé, c'était TCSH qui était proposé à l'Epitech, hein, puisque je suivais les classes de l'Epitech. Rapidement, j'étais passé sur ZSH personnellement parce qu'il y avait déjà quelques features en plus. Je pense que c'est quand même aussi beaucoup les versions qu'il faut considérer, parce que, mine de rien, un bash sur un Unix très ancien, typiquement, pourrait, par exemple, être exempt de complétion. Et en plus, quand on parle de complétion, moi je parle de complétion niveau 1, c'est-à-dire même pas une complétion contextuelle, mais juste une complétion avec ce qu'il y a dans le répertoire. Juste ça. Et donc, du coup, voilà, il faut aussi parler de version. Voilà, donc du coup, bon, le parti pris d'aujourd'hui, de toute façon, c'est ZSH. Comme on dit, pas de débat. Et alors, donc du coup, on revient donc un petit peu sur le sujet qu'on a traité en introduction. Pourquoi pimper son shell? Pourquoi pimper? Moi, mon avis personnel lié à ça, c'est que ça va être plus joli. Et comme le shell, c'est quelque chose dans lequel je passe beaucoup de temps en tant qu'admin réseau et même dans le cadre de développement web, souvent vous allez être amené à utiliser les CLI des différents frameworks que vous utilisez. Donc voilà, j'aime bien que mon terminal il soit un petit peu joli et qu'il me donne des infos. Parce que vous allez le voir, le prompt ZSH qui sort quand on l'installe, il est très très succinct. Ça peut correspondre à certaines personnes. Et voilà, moi j'aime bien avoir un petit peu d'infos. Plus c'est verbeux et plus ça me donne des informations, plus j'ai de quoi travailler. Donc c'est quelque chose que j'essaye d'atteindre le plus souvent. Et les configurations qu'on va utiliser elles me permettent d'avoir ça de manière facile et relativement assez jolie graphiquement. Donc ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. C'est ça, et je pense qu'en tout cas, ne pas se poser la question, c'est de toute façon se tromper, ça c'est sûr. Et sinon, après, derrière, qu'on réponde en disant le faire ou ne pas le faire, c'est tout à fait discutable, c'est les goûts et les couleurs, fromage ou dessert, etc. Est-ce qu'on est content quand on mange un plat qui a été dressé joliment, avec parfois des petites décorations de choses qu'on ne mangera pas? Le plaisir de l'œil, ça fait partie aussi de choses qu'on a le droit de souhaiter. Alors du coup, on va vous parler un petit peu de OhmyZSH. Qu'est-ce que c'est? En fait, OhmyZSH, c'est un framework de configuration du shell ZSH. En fait, quand vous téléchargez ce paquet-là, il vient avec tout plein de configurations qui sont toutes faites, des tas de plugins que vous pouvez activer ou désactiver selon vos besoins, et de nombreux thèmes. Alors nous, on va rajouter par la suite un terme externe à ça, mais peut-être que pour certains, OhmyZSH, ça vous suffira amplement. Moi, dans la vie de tous les jours, c'est ce que j'utilise. Donc voilà, ça vous permet de faire des confs plus vite que si vous le faisiez à la main. C'est intéressant aussi de faire ses propres confs de shell à la main. Ça peut être utile par la suite. C'est un niveau un peu plus avancé. Moi, ce que je peux conseiller, et Monsieur Rinaz, peut-être que vous me rejoindrez sur cette idée-là, c'est qu'en premier lieu, on peut voir ce qu'il est possible de faire avec des autoconfigureurs tels que celui-ci. Et après, par la suite, on peut enlever ce dont on n'a pas besoin ou rajouter. Et au moins, ça vous permet de voir ce qu'il est possible de faire, carrément d'aller voir comment c'est fait. Et par la suite, après, ça vous fait progresser avec votre shell. Là aussi, ne pas se poser la question, c'est la seule version qui pose problème. Et puis après, voilà, donc du coup, il y a 2-3 trucs à savoir. On va en parler par la pratique, parce que je sais que c'est toujours beaucoup plus compréhensible
quand on met les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Alors, du coup, pour ça, on va afficher ton bureau, le bureau de ton ordinateur, qui est donc du coup la caméra 6 sur notre setup. Alors du coup, là, devant vous, vous avez une VM Ubuntu que je viens d'installer. Il n'y a absolument rien dessus, je viens à peine de l'ouvrir. Donc en fait, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir s'installer au MyZSH et un début de configuration qui nous servira pour le thème qu'on va installer par la suite. Et du coup, là, on est un peu dans une forme d'inception, puisque du coup, il y a un desktop complet Ubuntu dans un desktop macOS 10 qui pour l'instant est accessoire dans un premier temps, mais on verra à la fin de notre échange que voilà, il y aura une petite partie un peu rigolote. Donc du coup, la première étape, c'est que je vais ouvrir mon terminal. Donc là, vous pouvez voir le prompt habituel du shell Ubuntu dont vous avez probablement l'habitude. Comme vous pouvez le voir, voilà, il me donne mon end user ainsi que le nom de ma machine. Et il me donne mon PWD aussi, donc qui est le directory dans lequel je suis actuellement. Et en fait, c'est tout. Et donc là, vous êtes peut-être jamais posé la question, mais en fait là, c'est quoi comme shell ? Et bien en fait, c'est bash. Comment vous pouvez savoir dans quel shell vous êtes ? Il y a une commande pour ça qui est assez pratique, qui s'appelle echo $0. Echo $0, qu'est-ce que c'est ? C'est une commande qui va chercher la variable d'environnement qui décrit votre shell. Parce qu'en fait, il y a plein de programmes dans votre ordinateur qui ont besoin de savoir quel shell vous utilisez. Et en fait, c'est cette commande-là. Donc là, typiquement, si je l'exécute, il va me dire que j'ai bash. On peut même voir où est situé l'exécutable dans l'ordinateur. Donc si je fais which bash, il va me dire, bah voilà, l'exécutable que j'utilise pour lancer mon shell, c'est user/bin/bash. Quelle va être la première étape pour pimper notre shell ? Et ben on va passer sous ZSH. On va arrêter d'utiliser bash. Comment on va faire ça ? Il n'y a rien de plus simple. On va utiliser la commande apt install. Sudo apt install ZSH. Il est dans les repos de la plupart des distributions Linux. Donc voilà, on va lancer cette commande. Hop, je lui dis oui. Et donc là, il m'a installé ZSH. Par contre, comme on peut le voir, je suis toujours en train d'utiliser bash. Si je relance ma commande de tout à l'heure, c'est toujours le cas. Toutefois, on peut vérifier que ZSH est installé. Maintenant, il est installé aussi. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est manuellement aller dire à mon système, je ne veux plus que tu utilises bash et tu vas utiliser ZSH. En fait, on ne va pas le faire nous-mêmes parce que OMyZSH, le framework de customisation dont on vous a parlé, il va le faire pour nous. Donc en fait, on va tout simplement aller le télécharger. Donc pour ça, on va ouvrir un navigateur. Donc Firefox pour moi. Et on va aller chercher OMyZSH dans Google. C'est très probablement le premier résultat que vous allez obtenir dans Google. Donc voilà, on arrive sur cette page. Il y a tout plein de docs, de thèmes à explorer, de plugins à explorer là-dedans. On vous laissera regarder de votre côté. Pour l'instant, nous, on va cliquer sur Install OMyZSH. Il va nous rediriger vers une commande qu'on va tout simplement copier et qu'on exécutera sur notre machine. Voilà. Je la copie. Je reviens à mon terminal et je vais l'exécuter. Si je pense bien. Voilà, à faire Shift. Très probablement, si vous venez d'installer Ubuntu, il va râler sur deux choses. Il va dire que vous n'avez pas curl d'installer et il va dire que vous n'avez pas git d'installer. Je vais essayer quand même. Chez moi, ça marche parce que j'étais sur une base d'Ubuntu server. Mais si vous avez utilisé l'image desktop habituelle, il va dire que vous n'avez pas curl et git. Tout simplement, pour résoudre ça, vous faites l'étape qu'on vient de faire avec ZSH, sauf qu'à la place, vous faites git et curl. Et cette fois-ci, ça passera. Donc là, on arrive dans un petit utilitaire d'installation qui nous guide. Donc là, il nous demande, est-ce qu'on veut changer notre shell par défaut à ZSH ? C'est l'étape qu'on n'a pas fait manuellement tout à l'heure. Donc là, on va s'en occuper. On lui dit oui. Il nous demande notre mot de passe pour pouvoir le faire. Et OMyZSH, c'est directement installé. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, notre prompt, il a changé. Il est plus épuré que tout à l'heure. Là, c'est le prompt qu'on a par défaut sur OMyZSH. Et si je fais la commande qu'on a vue tout à l'heure, ensemble, echo $0, et ce coup-ci, on est en train d'utiliser ZSH. Donc ça, voilà, c'est la première étape pour customiser un peu son shell. En fait,
il y en a certains parmi vous, vous allez peut-être même pouvoir vous arrêter là. Parce qu'en fait, votre système vous a, le ZSH vous a installé un nouveau fichier de configuration de votre shell, qui est le ZSHRC. On peut regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et en général, quel que soit le shell, le fichier de configuration, c'est le nom du shell RC. Et il y a un point devant, d'ailleurs, pour que, a priori, il ne s'affiche pas par défaut. Hein, c'est une convention Unix pour que les fichiers ne se listent pas avec des commandes ls basiques. Il faut vraiment demander l'ensemble des fichiers pour les voir. Et ce qui est pratique, c'est que bien sûr, on peut en avoir plusieurs. Alors, même si celui-là est bien sûr celui qui est chargé par défaut dans le directory d'un utilisateur donné. Mais du coup, si vous partagez un accès notamment avec vos binômes et que certains de vos binômes sont pro, pimp et d'autres pas, et de toute façon certainement pro, pimp comme eux le voient, il faudra peut-être avoir des fichiers ZSHRC individualisés. Et puis du coup, tout simplement, on les charge une fois qu'on se connecte, soit automatiquement, soit manuellement, avec la commande source, par exemple. Et ça vous permet aussi de faire des backups. Par exemple, vous voulez tester des tas de nouveaux plugins, mais vous n'avez pas envie d'abîmer votre ZSHRC habituel. Le habituel, vous le renommez en point backup et vous travaillez sur le nouveau. Comme ça, vous ne risquez pas de faire des bêtises. Donc ce fichier-là, on reviendra un petit peu dessus par la suite. Mais les choses qui vont être les plus intéressantes pour vous, ça va être le ZSH Team. Vous allez pouvoir changer cette variable juste ici et mettre un petit peu ce que vous voulez, vous, de ce qui est inclus ou de termes externes. On va voir ça tout à l'heure. Et vous avez aussi un endroit de ce fichier que vous allez pouvoir décommenter et vous allez pouvoir ajouter les plugins que vous allez vouloir utiliser sur votre ZSH. Donc là, on peut voir que par défaut, il nous met un plugin Git. En fait, c'est tout simplement un ensemble d'alias. Mais il y a tout un tas d'autres plugins qui peuvent vous être utiles, qui vous permettent par exemple d'avoir des alias supplémentaires ou de pouvoir faire des recherches Google directement depuis votre terminal. Donc voilà, il y en a tout un tas, on vous laissera aller voir de votre côté. Est-ce que par défaut, il y a l'alias qui permet de lister les contenus de fichiers avec l'alias L? Oui, tout à fait. Il y est par défaut. J'ai fait la commande juste avant. Ça vient tel quel avec ZSH. Après, votre fichier ZSHRC, c'est exactement tout comme un bash RC. Vous pouvez tout à fait rajouter vos propres alias à l'intérieur à la toute fin. Rajouter des variables dans votre pass aussi si vous installez des nouveaux programmes manuellement. Faut vraiment le traiter comme un fichier RC habituel. C'est juste que là, voilà, au MyZSH, je vous ai fait une petite préconfiguration par lui-même. Et il y a des options à l'intérieur qui ne seraient pas disponibles si vous étiez resté sur un ZSH classique vanille sorti d'usine. Donc ce fichier-là, on y reviendra un petit peu par la suite pour changer le thème. Mais là, pour l'instant, on va retourner dans notre navigateur. Et ce coup-ci, on va se diriger vers Power Level 10K. Alors Power Level 10K qui est un thème pour OMZSH qui fait suite à un qui s'appelait Power Level 9K. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a eu toutes les versions avant, 8K, etc. Mais en tout cas, celui un petit peu à la mode chez les pimpers de Shell, c'est celui-là. Alors du coup, là on est sur le Git de Power Level 10K. Et en fait, on va suivre un petit peu leur documentation pour arriver à faire une installation propre de Power Level 10K. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent. On va à l'étape Getting Started et on va voir ce qu'il y a à faire. Donc là, ils nous disent d'installer une fonte qui est recommandée. Donc une fonte, c'est quoi? C'est une police de caractères. Pourquoi on doit faire ça? Parce qu'en fait, Power Level 10K, il va utiliser des emojis et des caractères Unicode que vous n'allez pas retrouver bien souvent dans les polices habituelles que votre ordinateur va avoir par défaut, et notamment Ubuntu. Et donc, en fait, en téléchargeant des polices qui sont plus fournies que la normale, on va pouvoir avoir accès à ces caractères-là et votre Power Level 10K fonctionnera bien mieux si on les installe. Donc, on va tout de suite faire ça. Donc, je clique là. Il m'amène plus loin dans le README. Et là, il va me proposer de télécharger 4 fontes différentes qu'on va utiliser par la suite. Donc, on va faire ce qu'il nous dit. On va télécharger les différentes fontes. Alors, à noter d'ailleurs que ces polices fonctionnent avec des émulateurs de terminaux modernes
Mais il peut y avoir des situations où, lorsqu'on utilise un émulateur de terminal, voire même un vrai terminal physique, vous savez, c'est ces sortes de Minitel qui se branchent sur un port série de la machine pour pouvoir opérer des commandes. Typiquement, un shell physique supporterait pas les polices, quoi qu'il arrive. Et donc, en fonction de l'émulateur de terminal que vous avez, il sera ou pas capable quand même de le faire. Exactement. Sous réserve d'avoir installé évidemment les polices aussi. C'est ça. Donc du coup, c'est l'étape qu'on va voir maintenant. Si vous êtes comme nous sur Ubuntu, en fait, Ubuntu a un utilitaire d'installation de police qui est plutôt bien fait. Pour l'utiliser, c'est tout simple. Vous double-cliquez sur un fichier de police que vous avez téléchargé. On va le faire dès maintenant. Et on clique sur Install. C'est exactement la même chose sur macOS 10 d'ailleurs. Exactement. Sur Windows aussi d'ailleurs. C'est bien possible, ouais. Il me semble aussi. Ouais. Alors, petit caveat, visiblement ces derniers temps, sur la dernière version LTS d'Ubuntu qu'on utilise, il reste coincé à installing, mais il fait le travail. Donc si on referme et qu'on revient, voilà, là elle est bien installée. Mais bon, voilà, je sais pas trop pourquoi il fait ça. Il me l'a fait quand je faisais mes tests de mon côté aussi. Ce sera peut-être patché d'ici à ce que vous regardiez la vidéo. Mais voilà, si vous regardez la vidéo de manière récente par rapport à son ajout, vous risquez d'avoir un problème similaire. Une autre manière d'installer des polices sur Ubuntu, comment on fait Monsieur Rinas, vous parlez tout à l'heure des fichiers cachés. Ça marche de la même manière pour les dossiers. Donc si vous voulez installer une police, vous allez dans votre dossier Home, vous faites mkdir.fonts et vous copiez-collez les TTF à l'intérieur. Et normalement, la plupart des programmes de votre système, ils vont savoir aller chercher là-bas. Donc, c'est une autre méthode. Pour l'instant, on va continuer avec la méthode classique de les installer avec l'utilitaire fourni. On verra bien si ça marche. Hop. Bon, typiquement, celle-là, il n'a pas trop envie. On va essayer quand même les autres. Il n'a pas trop envie, c'est-à-dire il n'a pas trop envie. C'est-à-dire que le système, c'est un peu du vaudou parfois. Mais non, il ne faut pas dire ça. Bon, visiblement, en tout cas, il y a certaines erreurs qui peuvent exister. Dans tes tests, ça n'a pas posé problème, c'est ça ? Il m'a fait la même chose. Il me disait installing en boucle, mais une fois revenu, il l'avait pourtant fait. Ouais, mais voilà. Sur la deuxième, il l'a fait ou pas ? Sur la deuxième, pas encore. C'était la plus longue des deux, si je me rappelle bien, et si je les ai téléchargés dans le même ordre. Donc voilà, ça peut arriver. Et sinon, l'étape mkdir.fonts, ça, normalement, c'est infaillible. Ouais, et puis à la limite, il y a peut-être des logs en fait voilà. de ce software. Donc, je ne les ai pas trouvés. J'ai essayé de le lancer depuis un terminal, mais il n'est pas très verbeux, ce programme-là, pour le coup. Normalement, on a déjà de quoi faire avec ces polices-là. On va regarder l'étape suivante. Parce que qu'est-ce qui nous dit une fois qu'on a installé les polices ? On va peut-être quand même tenter la dernière, le temps qu'on lise. Voilà. Donc il nous dit que si on utilise GNOME Terminal, ce qui est notre cas ici sur Ubuntu, d'aller dans notre profil par défaut, dans Préférences, dans Profil, et de cliquer dans Custom Font, Text Appearance, et de sélectionner l'une des polices qu'on vient de télécharger. Et ben on va s'empresser de faire ça. Sachant que dans ce bloc texte-là, il y a tout un tas d'émulateurs de terminaux, donc en fonction de la distribution sur laquelle vous êtes, il faudra évidemment se référer au bon qui vous correspond. Donc iTerm 2, c'est un terme alternatif pour macOS 10. Le terminal émulateur de terminal Apple, c'est le second. Et puis vous voyez, il y a même les Windows Console, donc typiquement ça s'installe aussi sur Windows. Donc on va suivre ce qu'on nous a recommandé. On va dans nos profils. On va là dans mon profil principal, le seul que j'ai. Et on va aller dans Texte. Ici, on clique dans Custom Font. Et voilà, on a Meslo LGS. Donc voilà, c'est celle qu'on nous recommande d'utiliser. On la sélectionne. On referme cet utilitaire-là. Et là, normalement, on devrait avoir la bonne police. Alors, il est recommandé que vous fermiez votre terminal et que vous le rouvriez. C'est pour que la police puisse bien se recharger comme il faut. Donc voilà. Alors là, vous noterez juste qu'il nous remet sur Bash par défaut, alors qu'on a fait l'opération tout à l'heure sur OMyZSH de lui dire de le mettre par défaut.
Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'on n'a pas redémarré depuis. Et que ça, c'est des choses qui ne vont marcher qu'une fois que vous redémarrez votre machine. Donc pour l'instant, on va revenir à ZSH manuellement. Comment tu l'avais modifié? C'est l'installateur de Oh My ZSH qui a mis un setting par défaut. Par contre, ce setting ne se mettra en place qu'une fois qu'on redémarre la machine. Donc pour l'instant, on va relancer ZSH à la main. Sinon, il existe une commande qui s'appelle CHSH. Oui. Un petit peu plus qui généraliste. Qui permet de le faire soi-même. Et puis surtout, le shell qui est employé par un user donné se trouve, la plupart des cas, dans le fichier etc passwd. Si tu fais juste un petit cat de ce fichier pour, en greppant éventuellement Etna pour n'afficher que cet utilisateur-là, donc cat etc passwd, slash etc cat passwd, il faut le slash sinon ça ne va pas marcher. À moins que tu sois dans slash, déjà. Voilà. Et tu aurais pu nous rajouter un petit pipe grep, histoire de nous ambiancer sur la puissance de maîtriser la ligne de commande. Bon, tu vas vers la fin, normalement, je pense, mais... Bah, t'es pas dedans. Eh bien, si, t'es là. Ouais. Et USR, bin, ZSH. ZSH. Donc, ça vous démontre bien que l'opération, elle a été faite. Mais voilà, le temps qu'on redémarre la machine, il va malheureusement rester par défaut sous bash. Mais ça ne nous gêne pas pour ce qu'on va continuer à faire. Donc, maintenant qu'on a les bonnes polices et qu'on a ZSH d'installer, au MyZSH notamment, on va revenir à notre navigateur et on va revenir aux étapes de début. Donc là, maintenant qu'on a résolu l'étape 1, on va passer à l'étape 2, install Power Level 10K. Donc, on se retrouve dans des étapes d'installation pour différents setups. Nous, notre setup, c'est un Oh My ZSH, puisqu'on l'a installé tout à l'heure. Donc, on va cliquer ici. Et là, il nous propose d'utiliser cette commande qui va installer le thème pour nous. Donc, on va la lancer, cette commande. Vous pouvez la lancer depuis n'importe où. Elle s'installera toujours au même endroit. Tout est inclus par rapport à ça dans cette commande. Donc, je la colle, je la lance. Et donc, voilà. Là, Power Level 10K est installé dans le dossier de thème externe de Oh My ZSH. Donc, je profite quand même de l'occasion pour bien faire comprendre à tout le monde que là, ça fait plusieurs fois qu'on installe des choses à partir d'un script trouvé sur les internets. Du coup, je rappelle toujours pareil, hygiène de vie, sortez couvert, n'installez pas n'importe quoi, n'exécutez pas n'importe quel shell, un script shell que vous auriez trouvé sur n'importe quel site. C'est toujours bon signe de comprendre les scripts que vous allez lancer. Pourquoi? Parce que c'est très facile d'inclure dans un script quelque chose qui va endommager votre système ou autre. Une fork bomb, ça tient sur une ligne. Donc évitez de lancer des choses que vous ne comprenez pas ou des choses qui ne sont pas reconnues par la communauté. Bon, là, par exemple, on est sur le Git officiel de Power Level 10K. Voilà, il a des millions d'utilisateurs. C'est relativement safe. Mais voilà, ça reste, comme l'a dit M. Rinaz, une bonne pratique. Comprenez ce que vous faites. Protégez-vous quand vous lancez des scripts en mode super utilisateur. Ça peut très vite être assez dangereux. Donc voilà, faites bien attention à ça. Il faut être vigilant d'ailleurs, par exemple, que vous n'avez pas trouvé cette commande sur un site alternatif qui voudrait, par exemple, vous proposer un tuto complet pour paramétrer tout ça et qui aurait malicieusement changé l'URL exact et qui aurait fait sa déclinaison avec des ajouts malicieux. Ça s'est vu aussi par le passé que tout simplement des hackers piratent le site qui héberge légitimement et normalement les choses et qui vont ajouter dans le code source des choses qui ne sont pas souhaitables. Bon voilà, alors je dis ça comme ça parce que là comme on est en train de copier-coller plein de commandes et les exécuter, c'est l'occasion. Mais je ne veux pas non plus commencer à empêcher les gens de tourner en rond, si j'ose dire. Du coup, voilà. Bon, mais ayez conscience quand même que quand vous faites ces choses-là, ça peut mettre aussi votre système dans un état inconsistant, juste parce que y a une mauvaise version. C'est pas forcément que des trucs malicieux, ça peut être aussi des trucs buggy. Donc, exactement. Donc faites attention quand même de ce que vous téléchargez, quoi. Alors du coup, pour la suite des opérations, on va retourner dans notre fichier ZSHRC et on va retourner à la fameuse ligne du thème dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, quelle variable on va mettre là-dedans? On va retourner voir ce que nous dit le site, le Git de Power Level 10K.
ils nous disent de mettre la variable à powerLevel 10K / powerLevel 10K. On va s'empresser de le faire. Hop, on y revient. On enlève Ruby Russell qui est le terme par défaut, très épuré. Et on écrit powerLevel 10K en minuscule. Pas sur la team copier-coller. Pas dans Nano. Vas-y, Il faut que je fasse Shift. Et j'aime pas. powerLevel 10K. Voilà, donc ce coup-ci, on sauvegarde ce qu'on a fait. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans le Git, il nous recommandait de faire exec ZSH pour relancer un process ZSH. Nous, on va pas faire ça, parce qu'on est sur OmyZSH. Et OmyZSH a une commande qui vous permet de reloader sa conf. Et cette commande, c'est omz reload. omz reload. Ça vous évite d'avoir à rebooter votre système, à fermer votre terminal, à en rouvrir un autre. Normalement, omz reload, si vous venez de faire des changements dans votre fichier ZSHRC, vous pouvez lancer cette commande et il va reloader votre conf. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, le thème powerLevel 10K, il vous est fourni avec une espèce de petit installeur qui vous permet notamment de créer votre thème sur mesure rien que pour vous. Et en fait, on va faire ça ensemble. Alors, forcément, je vais le faire à ma sauce. Peut-être que ce que je vais faire, ce ne sera pas du tout de votre goût, si je comprendrai tout à fait. Donc, en fait, ça va vous permettre de vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire du très épuré, vous pouvez faire du très fourni. On va partir plutôt là-dessus pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Mais si vous préférez quelque chose d'épuré, eh ben, suivez les différentes options du wizard au fur et à mesure et faites à votre sauce. Voilà, nous, on va déjà le faire ensemble. Alors là, on est sur la première étape. En fait, la première étape, elle va juste servir à voir si votre font, elle est bien installée et que vous allez bien avoir accès à tous les petits caractères Unicode de powerLevel 10K. Donc voilà. Par contre, les questions sont en anglais, mais on va les suivre ensemble, donc vous y retrouverez. La première étape, il nous demande est-ce que le diamant, il s'affiche bien. On va dire oui, donc on appuie sur Y. Il nous dit bien à chaque fois les différentes options sur ce qu'on peut appuyer et il nous dit ce qui est possible quelles sont les réponses. Donc voilà. Est-ce que ça ressemble à un cadenas? Oui, j'appuie sur Y. Est-ce que ça ressemble à une flèche qui va vers le haut? Oui, c'est le cas, j'appuie sur Y. Là, il va me demander sur quel chiffre pointe la flèche verte qui va vers le bas. De mon côté, ça me pointe vers un 1. Voilà, là, il n'y a vraiment pas de réflexion à avoir, il faut juste suivre ce qui se passe. Là, il va nous demander est-ce que les petites icônes, elles sont bien entre les différentes croix. C'est le cas de mon côté, donc j'appuie sur Yes. Voilà, et là, c'est vraiment la partie où vous allez pouvoir customiser un petit peu ce que vous voulez. Donc ça, c'est des options de couleurs. Moi, j'aime bien Rainbow, donc je vais partir sur ça. Mais là, encore une fois, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc voilà, j'appuie sur Rainbow. Là, ce choix-là, il va faire varier un petit peu ce qui va apparaître entre vos lignes. Moi, j'aime bien les barres comme ça. Et d'ailleurs, mon thème OmyZSH personnel sur Mac, il est comme ça. Donc, je vais faire Unicode. Ensuite, il vous propose d'avoir l'heure. Moi, j'aime bien l'avoir en format de 24 heures. Donc, je vais choisir la deuxième option. C'est parti. Et là, après, ça va être plein de petites choses graphiques sur les séparateurs entre les différents éléments de votre barre de prompt. Moi, j'aime bien quand c'est vertical. Je vais partir sur ça. Là, vous avez différents choix pour la séparation, mais en fin de barre, je vais appuyer sur Blurred. J'aime bien. Là, c'est pour le début de votre barre. Moi, je vais faire Sharp. C'est ce qui me plaît le mieux. Et là, c'est est-ce que vous voulez tout sur la même ligne au niveau de votre prompt? Est-ce que vous voulez que ça saute une ligne? Moi, j'aime bien que ça saute une ligne. Je trouve ça plus aéré. Donc, je vais utiliser la deuxième option. Là, vous avez le choix de rejoindre vos deux barres. Encore une fois, ça découpe mieux ce que je fais. Donc, j'aime bien aussi. Mais j'aime pas quand c'est une ligne entière. Je vais faire Dotted. Mais là, encore une fois, c'est que de l'esthétique. Vous faites vraiment à votre idée. Là, vous pouvez choisir le côté d'écriture de votre frame, visiblement. Donc, je vais partir sur Left, c'est ce qui me plaît le mieux. Là, vous pouvez choisir les couleurs de fin de votre frame, apparemment. Moi, je vais partir sur Light. Voilà, vous avez vraiment plein d'options différentes. Là, on est déjà passé sur pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir, en fonction de ce que vous choisissez à un moment ou à un autre, en fait, il y a plein de combinaisons possibles. Donc, vous pouvez vraiment faire à votre idée.
Je vais appuyer sur Sparse pour que ce soit bien aéré de ce côté-là. Moi, j'aime bien avoir plein d'icônes et on a installé les polices qu'il faut, donc autant en profiter. Je vais appuyer sur Many Icons. Là-dessus, c'est pour avoir des infos par rapport à quelle branche vous êtes, votre PWD, etc. Par contre, j'aime pas quand il y a trop de mots, donc je vais appuyer sur Concise pour moi. Voilà. Et là, est-ce que vous voulez activer le Transient Prompt? Je ne sais même pas vraiment ce que ça fait, mais si c'est une option, pourquoi pas. Donc je vais appuyer sur Yes. Là, je vais appuyer sur ce qu'on me recommande, Verbose, parce que plus on me donne des infos, mieux j'aime. Après, c'est ma personnalité. Est-ce que vous voulez appliquer vos changements dans le ZSH-RC? C'est recommandé et moi je le fais, donc on va faire Yes. Non, si tu le fais pas, tu auras à nouveau ce wizard au prochain lancement de ZSH. Exactement. Donc, malgré tout, Alors à savoir que visiblement, Power Level 10K, il a aussi son RC à lui, qui vous permet de ce que j'ai vu par moi-même en regardant l'autre jour, ça vous permet d'aller modifier par vous-même ce qui apparaît dans votre prompt, de bouger, de mettre certains éléments à droite ou à gauche, de rajouter des éléments aussi qui ne sont pas par défaut. Et d'ailleurs, on peut même aller voir. Donc là, je suis dans mon dossier Home. Si je fais L, j'ai accès à tous mes dossiers. Et c'est un raccourci que vous n'avez pas sous Bash. Alors Ubuntu l'a rajouté récemment, mais c'est pas le même L. Le L de Ubuntu, c'est un ls-l, alors que le L qu'on a ici, c'est un ls-al. Et comme vous pouvez le voir, il me donne vraiment toutes les infos sur mes droits, les dates de création de mes différents éléments. Et comme vous pouvez le voir, on a un .zsh de P10K. On peut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il est vraiment très long, par contre, comparé à notre ZSH-RC qui fait à peu près 150 lignes. Celui-là est vraiment très long. Mais ça vous permet d'aller customiser encore plus que ce que le wizard vous a permis de faire. De toute façon, je rappelle qu'il existe une built-in à beaucoup de shells, dont ZSH, qui s'appelle Alias. Si tu rajoutes rien, donc ça n'en crée pas un, mais ça les liste. Tout à fait. Et pareil, pipegrep L, et ben, tu aurais pu voir que c'était celui que c'est, donc peut-être le ls-lah ou que sais-je. Exactement. Peut-être avec des moins color égale l'Amérique. Quand tu veux pimper aussi ton ls, parce que tu peux pimper ton ls aussi. Oui, tout à fait. C'est un autre sujet. Et là, comme vous pouvez le voir, par exemple, en fait, vous pouvez importer des éléments d'info Power Level 10K qui ne sont pas par défaut. Par exemple, par défaut, visiblement, Power Level 10K ne vous donne pas la note version du dossier où vous êtes. Si c'est un truc dont vous avez besoin, bah, vous pouvez le décommenter. Et ça apparaîtra la prochaine fois que vous serez dans un dossier Node. Donc voilà, il y a tout un tas d'options à changer. Vous pouvez changer visiblement des couleurs. Vous pouvez changer les fichiers qui contiennent les différentes versions actuelles des packages que vous utilisez. Après, globalement, c'est des choses qui vont se mettre à jour toutes seules avec OMyZSH, les updates réguliers. Donc, c'est pas forcément quelque chose que vous avez besoin de faire vous-même, mais ça peut être intéressant d'aller voir comment c'est fait, d'aller voir comment c'est configuré. Et le jour où vous voulez une configuration un petit peu plus light que vous faites par vous-même, en fait, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Là, je vais pas modifier ce que j'ai fait parce que j'ai rien touché. Et qu'est-ce qu'on peut vous montrer d'autre? Bah voilà, là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de choses qui s'exécutent dans mon prompt. Il y a plus d'infos qu'avant. J'ai une petite icône Ubuntu. J'ai une petite icône Home qui me dit où je suis. J'ai l'heure à laquelle on est en train de travailler. Bon, je suis pas sur le bon fuseau horaire, mais ça, c'est une histoire de mon système. Ça n'a rien à voir avec le thème. Est-ce que tu as activé la complétion contextuelle? C'est bien possible. Par exemple, si j'essaie de lancer une commande, il va me montrer ce qu'il est possible de faire. Et je peux ajouter la commande que je veux, par exemple, git cherry pick. Et voilà, là j'ai plus de complétion que ce que j'aurais eu avec juste bash, qui vous aurait juste terminé les noms de fichiers, qui vous aurait pas proposé d'utiliser d'autres programmes que ce que vous avez directement sous la main. Si on va dans un dossier où j'ai un git, eh ben, on va pouvoir voir sur quelle branche on est. Typiquement, le git qu'on a récupéré tout à l'heure avec la configuration de OMyZSH, on va aller dans ce dossier-là, voir ce qui s'y passe, parce que c'est un dossier avec un git à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, il va me dire, bah voilà, tu es dans un dossier qui contient un git et tu es actuellement sur la branche master. Et donc, eh ben, toutes ces choses-là,
Ça peut paraître, comment dire, ça peut faire un petit peu paillette, un petit peu inutile. N'empêche, c'est vraiment pratique quand vous êtes en train de travailler avec vos collègues de l'ETNA, que chacun a ses branches et vous savez plus exactement où vous en êtes. Puis la commande guide branche, voilà, vous avez zappé de l'affaire, etc. Bah, là, au moins, vous avez directement sur les yeux. Sur quelle branche vous êtes. Ça vous évite de faire un commit malheureux parce que vous n'avez pas fait attention à ce que vous faites. Donc voilà, même si ça paraît un petit peu agressif comme manière de pimper, parce que bon, là, la barre, à chaque fois que l'énorme barre, il y a peut-être des gens parmi vous à qui ça va pas plaire, mais comme on l'a vu à travers le wizard et à travers les fichiers de configuration, en fait, vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et ça, globalement, c'est un énorme avantage que vous avez avec les machines Unix, les Linux de manière générale, mais le terminal, c'est que ça reste quand même très très customisable. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Il y a par exemple maintenant, si vous avez vraiment pas envie de sortir de Bash, il y a un équivalent de OmyZSH sur Bash qui s'appelle OmyBash, qui n'a pas tous les thèmes et pas tous les plugins, mais qui marche plutôt bien, qui est bien optimisé. Peut-être que carrément vous pouvez rester sur Bash et juste changer votre PS1 vous-même. Donc le PS1, c'est quoi? C'est la variable qui fait que votre prompt affiche certaines choses ou pas. Il y a des utilitaires qui vous permettent d'en générer un sur Internet directement. C'est aussi une espèce de petit langage que vous pouvez apprendre. Donc vous pouvez faire les choses à la main, vous pouvez utiliser des configureurs, vous pouvez utiliser d'autres shells qui sont plus modernes avec plus de fonctionnalités comme par exemple Fish, qui est assez récent, qui ne fait pas tout ce que ZSH peut faire, mais qui est assez agréable aux yeux et qui a de l'autocomplétion assez poussée. Donc voilà, c'est vraiment tout un monde que vous pouvez explorer. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Rinaz, c'est pas uniquement pour s'amuser et pour faire joli, parce que ça vous donne aussi des infos qui vont vous permettre d'être plus productif. Typiquement là, je l'ai pas activé dans le ZSHRC, dans le Power Level, dans la configuration Power Level, pardon. Mais vous pouvez aussi afficher votre IP en permanence quand vous avez besoin de switcher de VM à l'autre. Pour vos SSH ailleurs ou de voir que vous êtes vraiment dans un SSH, etc. Afficher votre IP, ça peut être plus pratique que d'avoir à aller taper voilà, faut que je fasse IPA pour voir où je suis. Ça peut être un petit peu relou d'avoir à le faire soi-même. Si vous avez l'info directement sous les yeux, autant l'avoir directement sous les yeux. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que toutes ces choses-là, elles sont possibles. Et comme vous l'avez vu, voilà, là, tout ce qu'on vous a montré, ça tient sur un live coding d'1 heure. Si on n'avait pas parlé, juste coder et récupérer ce qu'on a récupéré, en 20 minutes, c'était fait. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde et qui vous permet d'avoir quelque chose d'un petit peu unique, qui est fait pour vous parce que c'est vous qui l'avez configuré et qui vous permet d'aller plus vite, de faire les choses de manière un peu plus agréable et un petit peu plus jolie. Il reste un aspect à garder en tête quand même, c'est que, comme le disait M. Rinas tout à l'heure, là, la conf qu'on vient de faire, si vous le faites sur un serveur distant, sur lequel vous n'avez pas les bonnes polices, ou vous avez les polices en local, mais quelqu'un qui se connectera par la suite sur le serveur qui, lui, n'a pas les polices, par exemple, ma petite icône Ubuntu, il ne l'aura peut-être pas. Ma petite icône Git, il ne l'aura peut-être pas. Ma petite icône maison, il ne l'aura peut-être pas. Donc voilà. Si c'est une machine qui va être utilisée par plusieurs personnes à travers un SSH, un SSH, vaut peut-être mieux que vous restiez sur un thème au MyZSH par défaut qui soit vanilla et qui utilise uniquement de l'Unicode ou de l'ASCII. Ça évitera ce problème-là. Ou alors après que chacun soit prêt à avoir les fontes qu'il faut en local, ou comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y ait un ZSH RC par utilisateur ou par pratique. Mais en tout cas, que du coup, effectivement, vous respectiez entre guillemets les uns les autres. C'est ça. Quand vous partagez des environnements. Alors là, du coup, je ne sais pas si c'est facile de faire le test. On peut essayer de le voir. Normalement, j'ai un serveur OpenSSH sur la VM, donc on va essayer de voir si j'arrive à m'y connecter en SSH depuis le terminal de mon Mac. Donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est le terminal de mon Mac. Donc, c'est un ZSH par défaut, parce que je suis sur macOS Sonoma et que depuis Catalina, on est passé sur ZSH chez Apple. Par contre, c'est pas le thème par défaut, c'est un thème OmyZSH. Alors, c'est pas Jonathan, mais c'est un autre qui est juste en dessous. Puis on ouvrira
mon dossier pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Mais du coup, est-ce que tu as installé les polices, puisque c'est un peu le... Alors, sur mon Mac, je n'ai pas les polices particulières. J'ai que les polices qui sont fournies par défaut par Mac. Donc, j'ai pas la nerd font de Power Level 10K. Donc, si j'arrive à me connecter en SSH vers la VM depuis mon autre Mac, théoriquement, mon prompt ne devrait pas apparaître avec les icônes. On va voir ce que ça donne. Donc mon IP, ce sera très probablement celle-là. Parce que bon, tu parlais effectivement des icônes qui risqueraient de ne pas s'afficher, mais en vérité, il y a également aussi certains caractères spéciaux qui sont envoyés à l'émulateur de terminal pour interprétation et qui, du coup, peuvent vraiment péter l'affichage. C'est pas genre juste, entre guillemets, qu'un point d'interrogation s'affiche à la place des icônes ou des choses comme ça, parce que ça serait presque acceptable. Mais il peut vraiment y avoir des trucs, des fois, qui rendent vraiment mal lisible et mal utilisable l'outil. Alors là, c'est la première fois que je me connecte sur cette VM-là. Donc il va me proposer, il va me dire est-ce que je suis vraiment sûr, est-ce que j'ai confiance dans le guest. Je vais dire oui. Tu nous feras une vidéo sur SSH, les clés SSH. Avec grand plaisir. Là d'ailleurs, on en reparlera dans une autre vidéo, mais vous vous rendez compte que j'ai plus d'infos que d'habitude avec SSH. En fait, j'ai utilisé le -v. Qui est le -verbose, et en fait ça vous permet d'avoir plus d'infos sur ce qui se passe au moment de votre connexion. Typiquement, si vous avez un problème avec une connexion SSH et vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, ce flag là il va vous donner beaucoup d'infos qui vont vous permettre de débugger la chose. Donc là je vais me connecter et en fait là je suis sur ma VM Ubuntu. Si je fais uname-a pour avoir plus d'infos, Linux, Etna VM, Ubuntu, je suis plus dans mon Mac, sauf que on peut le voir, c'est dégueulasse. Les icônes, elles s'affichent mal. J'ai pas les bonnes couleurs. Donc en fait, voilà le risque dont on vous parlait depuis tout à l'heure. Quand vous faites des confs un petit peu plus avancés sur un hôte distant, en fait voilà, le jour où vous n'êtes plus sur cet hôte distant ou sur l'interface graphique normale de la machine en question, vous pouvez très vite vous retrouver avec ce cas-là. Donc voilà, c'est la fin de ce petit atelier Pimpo MyZSH qu'on vous a présenté avec Monsieur Rinaz. On espère que ça vous a plu et surtout on espère que deux choses, ça va vous donner le goût un petit peu d'aller voir ce qui se passe sous le capot de votre machine et de la tuner un petit peu, parce que voilà, c'est votre machine, que ce soit une VM, un WSL ou vraiment un dual boot ou une OS installée en dur. C'est à vous, c'est votre outil de travail. C'est sympa d'avoir des outils qui soient jolis, agréables à utiliser. Si vous êtes comme moi, qui vous donne plus d'infos que par défaut, parce que voilà, c'est des choses qui peuvent vous accélérer les choses, comme on l'a dit quand vous bossez sur Git ou autre, d'avoir directement là où vous en êtes, ou tiens, j'avais pas vu l'heure, j'ai une réu ou une soutenance dans 10 minutes, là vous avez l'heure dans votre terminal. Donc voilà, tout un tas de choses qui peuvent paraître un petit peu inutiles séparément. En fait, au final, voilà. Là, faire ces manips-là, ça vous apprend à manipuler un petit peu votre shell. Ça vous apprend à les modifier des variables d'environnement. Ça vous apprend à découvrir ce qu'il est possible de faire avec votre shell. Tout ça, c'est des choses pertinentes dans votre vie de dev, dans votre vie d'administrateur système, dans votre vie d'utilisateur de la vie de tous les jours de Linux, si c'est votre bureau chez vous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si cet atelier vous a plu, si vous avez des idées de sujets qu'on peut traiter ensemble sur d'autres sujets liés au système, à Linux ou au monde du dev et de la programmation de manière générale. Et moi, je taperai dans les commentaires à quand la vidéo Pimp My Code Editor, VS Code peut-être. VS Code, NeoVim, Nano, il y en a plein. C'est aussi des outils que vous allez beaucoup être amenés à utiliser. Il y a des choses qu'on peut leur faire mieux, plus vite et plus jolies. Donc ça peut être une prochaine vidéo, bien sûr. Génial, merci beaucoup. Merci à tous. Et à bientôt. Merci à vous de votre attention et à très bientôt.